Bonjour tout le monde. Je vais commencer, bonne année premièrement. Je vais commencer avec une présentation aujourd'hui que j'ai mis ensemble j'ai pris plusieurs, attendez, je vais juste commencer ici. Voilà. On le voit, Jenny, encore? Oui, on le voit. C'est beau, merci. Donc, je vais commencer avec les cas. Comme j'ai dit tantôt, j'ai quelques diapos que j'ai pris de plusieurs endroits qui vont nous donner une mise à jour au niveau du Omicron, au niveau du vaccin, etc. Donc, mais je vais commencer avec les statistiques locales. Premièrement, je veux dire que je pense qu'on sous-estime les chiffres. On a actuellement 3289 cas actifs dans notre région. C'est immense. D'habitude, on avait à peine une centaine ou 200. Donc, on voit que on a beaucoup de cas. Malgré ça, on a 25 hospitalisations, 5 aux soins intensifs. Et je peux vous dire que ça, c'est les cas admis à l'hôpital à cause de COVID. Pas ils ont testé pour COVID et ils ont admis pour d'autres choses, mais à cause du COVID. Et 5 aux soins intensifs. La plupart des patients, surtout aux soins intensifs, sont pas vaccinés. On a eu 2 décès, 2 personnes de 90 ans dans la communauté récemment, malheureusement. Une était vaccinée, l'autre n'était pas vaccinée. On continue à avoir des flambées. On a 42 flambées actuellement. La plupart sont dans des maisons de longue durée, maisons de retraite. Et la plupart, initialement, étaient des employés, mais on voit que ça commence à infecter les résidents, mais on ne voit pas les admissions et les décès qu'on voyait avant la vaccination. Donc, les vaccins vraiment font leur job parce que malgré qu'on a une hausse au chiffre au niveau des flambées, on n'a pas une augmentation correspondante au niveau de l'hospitalisation et heureusement au décès. Donc, on voit ici à travers du monde, Omicron, vraiment, on a pas mal de cas. Québec est ici, Ontario est ici, donc on n'est pas pire si on compare d'autres régions dans le monde. Si on regarde, nous, nos bureaux de santé, numéro un, si vous voulez, c'est pas une bonne chose, mais on mène au niveau des cas, on voit que ça commence à diminuer. Et vous voyez ici, on a le taux de 7 jours sur 100 000 personnes le plus élevé en Ontario, mais ça commence à diminuer. Même aussi, la moyenne de positivité en Ontario est à peu près à 28 Ottawa et le bureau de santé, la région de bureau de santé, on est à peu près à 32 à la moyenne, mais vous voyez comme Prescott Russell et Hawkesbury, on est à 41 à Cornwall, autour de Cornwall, on est à 36 36-35 Donc, on va continuer à suivre ces chiffres-là parce que c'est une indication du niveau d'infection dans notre région. Là, je veux juste vous démontrer un peu que qu'est-ce qu'on sait actuellement, jusqu'à date, au niveau du Omicron. On sait que l'Omicron, si on compare ça versus Delta, on voit on compare les deux, la sévérité est moins si on compare ça avec Delta, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, ça ne dit pas que les patients qui sont atteints du Omicron ne peut pas être admis à l'hôpital. Comme vous allez voir, la vaccination va les protéger. Ici, à travers du monde, qu'est-ce qu'on voit? La meilleure place de voir pour peut-être prévoir qu'est-ce que va arriver en Ontario pour les prochaines quelques semaines, vous voyez que ça a augmenté de façon très, très, très rapide et ça diminuait vite. Donc, espérons qu'on va voir la même chose. Donc, ici, on n'a pas encore la diminution, mais on attend que ça va diminuer, même en Canada. Là. Donc, le risque du maladie est moins avec Omicron. Par contre, si on a beaucoup de personnes qui sont atteintes, comme vous voyez, en Ontario, on a 20 de personnes qui sont vaccinées. C'est
presque 2,5-3 millions de personnes. Donc, en ce moment-là, si tout le monde est malade à la fois, en même temps, ça va déborder nos systèmes et aussi ça va affecter les ressources humaines, non seulement au niveau de la domaine de la santé, mais dans les autres services d'infrastructure critiques. Aussi, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que je pense que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un changement de façon que c'est moins sévère parce que le virus ordinaire ou Delta initial infectait plutôt les poumons, dans les poumons plus profonds, dans les alvéolés, dans les sacs de l'air, et ça causait l'infection, et c'est pour ça qu'on avait besoin beaucoup d'oxygène et on était plus malade. Avec Omicron, ça a l'air que le virus, au lieu d'aller plus profond, ça reste au niveau des bronches, les bronchioles, les petits bronches, et ça cause une infection là. Donc, c'est comme une bronchite. Donc, c'est pour ça qu'on voit moins de sévérité mais plus de transmission parce que ça reproduit plus haut dans la voie respiratoire et je pense que c'est plus facile à être transmis dans ces points-là. Et on a besoin moins d'oxygène parce que ça touche pas les plus profonds dans les sacs alvéolés qu'on appelle, qui sont là pour faire de l'oxygène. Donc, c'est pour ça que ça explique, mais ça exclut pas que les personnes peuvent arriver aux soins intensifs, mais moins. Et à mon avis, ça, c'est pour ça que les jeunes bébés sont atteints du Omicron maintenant. Ils rentrent à l'hôpital parce qu'ils ont une bronchiolite, une bronchite, et ils ont besoin un peu d'oxygène, mais à cause parce que les petits bronches, ça prend pas grand-chose à le bloquer. À ce moment-là, les enfants ont la difficulté à avaler, à manger, donc ils sont admis à l'hôpital pour l'oxygène et pour hydration intraveineuse. Mais les enfants plus que 5 ans la plupart des enfants ont soit asymptomatiques ou des très légers symptômes. Chose qu'on voit ici au niveau des décès, vous voyez que depuis qu'on a vacciné, les décès sont diminués. On a eu quelques mille cas, 3 ou 4 000 cas, je pense, le deuxième vague. Mais vous voyez, les décès sont beaucoup moins actuellement. J'espère que ça va continuer. Je pense que ça fait tout à fait, sont tout à fait dus au fait que nous avons vacciné les personnes âgées qui étaient les victimes les plus fréquentes du COVID. Donc, le vaccin, qu'est-ce qu'on voit? On avait peur que le Omicron était résistante au vaccin. Et oui, en effet, nous voyons que avec 2 doses de vaccin, on est peu protégé. On est peut-être à 30% protégé contre une infection. Mais les 2 doses du vaccin nous protègent de façon significative jusqu'à 72, jusqu'à 80% contre l'hospitalisation. Et la 3e dose, en effet, augmente la protection contre les hospitalisations et augmente la protection contre la maladie comme telle. C'est pas 100% efficace. C'est entre 30 et 70% efficace. Donc, même les personnes avec 3e dose peuvent avoir le COVID, mais moins sévère et beaucoup moins besoin de rentrer à l'hôpital. Donc, en effet, ce diapo, c'est ça que ça dit. Ça dit qu'avec les vaccins de COVID, 2 doses sont pas très efficaces contre l'Omicron. La 3e dose augmente. Ici, en Ontario, on a une étude qui augmente jusqu'à 34% pour la prévention du maladie. Mais on a d'autres études ça pourrait aller plus haut. Mais la bonne chose, c'est que la protection contre les hospitalisations et les maladies sévères est augmentée, même avec le 2 doses et mieux avec la 3e dose. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, ici, on le voit au niveau des doses. On voit que la protection augmente avec la 3e dose. On a aussi déjà avec 2 doses, on a protégé pas mal contre l'hospitalisation, mais la 3e dose augmente non seulement le taux de maladie symptomatique, mais aussi le taux d'hospitalisation, la prévention, autrement dit. Donc, en effet,
Puis, j'ai juste une autre ici, ce qui est très importante. Une personne comme Omicron, même avec Delta, qu'est-ce qu'on sait que si une personne n'est pas vaccinée, cette personne-là peut transmettre et va transmettre l'Omicron 3 à 4 fois de façon plus rapide, plus efficace que Delta. Par contre, si une personne qui a eu ces vaccins, à ce moment-là, qui est atteint du COVID, le taux de transmission aux autres personnes est beaucoup moins. Donc, ça fait son job. Le vaccin préviennent, même si vous êtes malade, préviennent de façon importante la transmission à une autre personne. Donc, ça fait son job. Mais, comme je vous l'ai dit, les personnes qui sont plus transmissibles, contagieux, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ah, attendez, je veux juste retourner à ce dernier. Juste pour poser sommaire, oui, on sait que la transmissibilité est plus haut, 4 à 5 fois plus élevée que le Delta. On sait que la maladie est moins sévère, mais malgré ça, ça peut déborder nos systèmes, ça peut affecter beaucoup de gens à la fois et ça, il va avoir un impact non seulement sur nos systèmes de santé, mais sur nos systèmes essentiels, des services critiques. Donc, ça prend vraiment les vaccins et les précautions de restriction entre-temps pendant ce vague ici. Donc, au niveau des vaccins, nous continuons à vacciner. Nous avons augmenté la population avec troisième dose 70 et plus à 60%, qui est une très bonne chose. On commence cette semaine, on a commencé à vacciner quatrième dose aux personnes aux maisons de longue durée parce qu'on sait chez les personnes âgées, la troisième dose dure 3 à 4 mois à peine. Donc, on veut donner un autre booster pour augmenter, pour les protéger. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a commencé déjà. Et on voit que encore on est à peine à 45% des enfants 5 à 11 ans vaccinés. Donc, je suis un peu déçu. J'espère que ça peut augmenter pour qu'on puisse protéger ces enfants, malgré que les enfants cet âge quand ils sont atteints d'une maladie, sont pas trop malades. Par contre, il peut le transmettre aux personnes âgées, etc., ou les personnes vulnérables, ou les personnes dans lesquelles le vaccin n'est pas efficace, ou les personnes qui souffrent du cancer, etc., ou les personnes âgées. Donc, si on voit dorénavant, qu'est-ce qu'on va voir, comme vous savez, on a changé la façon qu'on fait les tests. Les tests de PCR sont disponibles seulement pour les personnes dans les contextes de haut risque, comme maison de longue durée, hôpital, etc. On a arrêté à faire du tracé de contact dans les contextes non haut risque, incluant dans les écoles. Les tests rapides sont réservés maintenant pour utiliser seulement chez les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers en haut risque, etc., qu'on peut les utiliser pour qu'ils puissent retourner au travail pendant l'isolation, etc., de façon plus tôt pour qu'on puisse préserver les ressources humaines. Donc ça, c'est très important. Dire aussi qu'au niveau des tests rapides, si quelqu'un a un test rapide et est positif, à ce moment-là, on va le prendre comme positif. Comme vous avez le COVID, vous allez vous faire isoler. C'est pas, on va pas appelle-nous pas, on va pas le reporter, etc. Et aussi, la plupart des gens n'ont pas accès aux tests à ce moment-là. Si on a des symptômes à ce moment-là et on est vacciné, on va présumer qu'on a du COVID. À ce moment-là, vous allez rester à la maison 5 jours. Si vous n'êtes pas vacciné, c'est 10 jours. Donc, ça change un peu. Les écoles vont recommencer lundi. Toutes les précautions ont été mises en place. Je crois que les écoles sont très sécures à ce moment. À mon avis, on a toutes les précautions en place. On voit peu de transitions dans l'école avant qui étaient fermées. Donc, je m'attends qu'on va réouvrir. C'est sûr et certain qu'on va changer les façons. On ne va pas rapporter les cas. Les enfants vont rester à la maison tant qu'ils ont passé le système, leurs symptômes, etc. Donc, c'est une nouvelle approche. Mais je peux vous dire aussi que c'est très important de retourner à l'école parce qu'aujourd'hui, le table de séance
va présenter des données qui démontrent des effets négatifs importants au niveau de santé mentale chez les enfants qui sont à la maison avec l'école virtuelle. Ça remplace pas le contexte social. Donc, l'isolation sociale donne une importante augmentation d'angoisse, dépression chez les enfants. On parle des enfants dans une école élémentaire, primaire et secondaire. Donc, en ce moment-là, c'est très important de retourner à l'école pour qu'on puisse reverser un peu l'effet nocif, négatif qu'on voit. En Ontario, je pense qu'on a des 27 ou 28 semaines avec les écoles virtuelles. Ça, c'est, je pense, la durée plus longue dans le monde, surtout en Canada, sûrement. Et l'isolation sociale, même si on a les cours synchronisés, autrement dit live, ça remplace pas, ça augmente, ça contribue aux problèmes de santé mentale chez les enfants. Donc, c'est très important de les faire retourner à l'école. Donc, c'était annoncé hier, comme vous savez, que ça va arriver lundi prochain, soit le 17 janvier. Au niveau de comment on va procéder dorénavant, parce on va changer nos sites web, on va changer, on va plus rapporter les cas parce que on teste pas tout le monde, donc on va utiliser d'autres indicateurs pour juger où on est rendu avec le taux de transmission dans notre région, non seulement régional, mais à travers de Ontario pour voir quand c'est le temps à enlever les restrictions, etc. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que on va sûrement continuer avec le taux d'hospitalisation aux soins intensifs, le numéro de flambée, etc., le pourcentage de positivité des tests. Ça nous donne une indication de taux dans la communauté, même si ce n'est pas disponible à tout le monde. Le taux d'absentéisme chez les écoles, soit chez les enfants, soit chez le personnel, et même le taux d'absence au niveau de travaux municipaux critiques, ça sera une bonne indication pour nous aussi. On travaille beaucoup avec nos partenaires aux hôpitaux pour donner les conseils comment quelqu'un qui est isolé mais devrait retourner à cause que leur job est critique, comment on va le supporter de le faire avec les tests que j'ai parlé tantôt, avec d'autres moyens et d'autres protocoles qu'on va utiliser, parce qu'on ne veut pas avoir peu de personnes, pas de personnes à l'hôpital ou une pénurie des personnels aux usines d'eau, par exemple. C'est très important. Et aussi, en parlant d'eau, on va de l'eau wastewater, on va continuer à faire de surveillance et ça aussi, ça va nous donner une indication au niveau à long terme de où on rentre et la direction au niveau de l'auto. Donc, tous ces données vont nous donner un indicateur de comment on est dans notre régional et à travers l'Ontario. Donc, très importante, on va continuer à vacciner. Comme vous voyez, on voit que la vaccination, malgré qu'on a beaucoup de personnes qui ont été infectées malgré les 2 doses, ça ne veut pas dire que le vaccin n'a pas fonctionné. Laisse-moi vous expliquer. La plupart des gens qui marchent chez nous, dans notre région, 12 ans et plus, je peux vous dire, on a un taux de vaccination presque à 98%. Donc, c'est beaucoup des gens qui sont vaccinés, mais ils sont en contact, donc ils peuvent être infectés. Mais si on calcule le pourcentage qui sont atteints du COVID, c'est beaucoup plus élevé dans les personnes non vaccinées, qui est à peu près 10 à 15% dans notre région. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que c'est la proportion des lits et des admissions aux soins intensifs sont plus 60 à 65%, la moyenne ontarienne sont des personnes non vaccinées. Donc, le vaccin marche. Découragez-vous pas si vous voyez que la plupart des personnes, beaucoup de personnes vaccinées tombent malades à cause du COVID. Je peux vous dire que la plupart ne rentrent pas à l'hôpital et je peux vous dire que la 3e dose du vaccin va augmenter la protection versus Omicron et va aussi augmenter la protection contre une admission à l'hôpital.
Donc, ça, c'est très important. On continue avec toutes nos cliniques à travers de notre région. On a des cliniques presque quotidiennes. On accepte les enfants 5 à 11 ans et les personnes 60 ans et plus sans rendez-vous dans nos cliniques de notre région. Et on continue avec le volet de quatrième dose aux maisons de longue durée et nous travaillons avec les écoles pour organiser les accès à leurs professeurs, à leur personnel pour les écoles pour leur troisième dose aussi. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va travailler avec le nouvel indicateur. Nos sites web va changer bientôt avec une réflexion de nouvel contexte. On est rendu dans un contexte de vraiment pas de containment, qu'on dit en anglais, de restricter le COVID, mais de protéger les services critiques essentiels, hôpitaux, services d'infrastructure, etc., et de protéger les personnes vulnérables. Ça, c'est nos buts à ce moment-là. Et je pense que après la pandémie, j'espère que ça va aller vite, ça va augmenter vite, ça va diminuer de façon vite aussi. Et de notre côté, cette vague qu'on va avoir, on va changer, on va vivre avec COVID. Autrement dit, on aurait tous les outils, on aurait beaucoup de personnes infectées avec un taux de protection et les personnes troisième dose et quatrième dose aussi protégées, tout le monde, et ceci va nous donner une bonne couche de protection communautaire. Donc, à ce moment-là, on aurait moins des personnes à l'hôpital, etc. Et comme un autre outil qu'on n'a pas, eux, jusqu'à date, qui va commencer bientôt, on a des antivirales, des médicaments, comme des antibiotiques, mais pour des virus spécifiques pour COVID, qu'on peut donner aux personnes qui sont positives. Disons qu'on a quelqu'un testé, une personne âgée, une personne avec du cancer, etc., avec des risques d'avoir des maladies sévères avec COVID. À ce moment-là, si la personne est positive, on peut lui prescrire une dose des médicaments qui sont efficaces jusqu'à 80% de prévenir la maladie sévère. Donc, si on combine tout ça ensemble avec tout ce qu'on connaît avec COVID, surtout avec Omicron, je pense qu'on va être dans on appelle ça un contexte endémique. Autrement dit, on va vivre avec, mais nos buts de protéger nos systèmes de santé, nos systèmes d'infrastructure et de protéger nos vulnérables, on va avoir tous les outils en place pour le faire. Donc, je suis optimiste qu'on va avoir une, meilleure mars. Je pense que d'ici janvier jusqu'à fin janvier, c'est ça qu'on va voir. On va travailler avec tous nos partenaires pour vraiment assurer que les gens tombent pas malades, s'ils tombent malades ou s'ils sont isolés, pour les aider et supporter à retourner plus vite. Et je pense que le contexte a changé et ça va avoir de meilleurs, je pense, le printemps va être, je pense, beaucoup je suis optimiste, laisse-moi dire ça. So Jenna, I will open it up to questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. Our first question comes from Matthew Kupfer, CBC Ottawa. Please go ahead. Good morning. Morning. First, I just wanted to kind of put to you the situation with third doses. If you're noting any kind of maybe reluctance or delay, if distribution is still going at that clip where we used to see people struggling to sign up, and if they're, I guess, what you have to say to the people who may be slowing down their efforts to get a third dose. I guess, does the phenomenon exist, and what is the EOHU doing to address it? Okay, so first of all, we do have supply right now. Pfizer was a bit low, but we have a lot of Moderna, so we are getting, our clinics are full, but we we are seeing a slowdown for third doses. What I would tell people is that the third dose is really a way for us to start opening up society again and to protecting yourselves and your loved ones from severe disease. So it's important to get vaccinated. We are, like I said, we are working with partners. We're looking at
areas that are less vaccinated to incite them to get vaccinated, to inspire them to get vaccinated, to convince them to get vaccinated. And so we're doing our best to be able to get the message out that this time around, we're hoping that it'll be something that we can then really change the whole dynamic of the pandemic into the endemic, albeit we may need vaccinations, fourth doses or boosters moving forward, but for the time being, this is our way out, and this is the way to be able to have a more normal life, essentially. Sorry, I guess there's just like, have you actually? I'm sorry to just go back to that first question, if I could. Yeah, I didn't really understand it, so clarify it for me. Okay, I'll do my best. Yeah. So, has there been a slowing in turnout? Do you get the sense that the interest in boosters is stalling right now? Is that actually a phenomenon that you're seeing in your health unit? No. No. Okay. Our clinics are all booked, and we've had to add more. So that's a sign. When we start seeing clinic spaces not booked, that's going to be when we will get that. That'll trigger us worrying about it. At this point, all of our clinics are fully booked, and we add more, and they get booked right away. So, and I do know that there has been a bit of a decrease in other areas, but we haven't seen that yet in our area. Okay, and if I could just ask a question on the schooling issue. You've mentioned kind of there's a bit of a change in strategy away from containment. The testing won't be as available in schools as it maybe was before. There's the change in guidance that's come from the ministry so far. I guess for parents and maybe even for teachers who are seeing this shift, it kind of feels like the training wheels are coming off. Yeah, I could see that. I could tell you, first of all, that there will be specific testing and testing protocols for schools. That's separate. That will be done directly the schools with the Ministry of Education. So there will be some testing protocol that's going to be announced. It's just that they don't have enough RATs, rapid antigen tests at this point. And it also will include take-home PCRs. However, I can tell parents that at this point, we know that from past experience, several things. And that's data that's going to be presented today, I think, by the Science Table, if not already on their website. We know that the rate of hospitalization and severe disease extremely low in kids less than 5 years of age. We had minimal intra-school transmission over the last year. Most of the transmission occurred outside of the school. And we know that measures are going to be in place to be able to protect even more of the kids. And the other thing that I'm telling them, so I don't understand, there's a paradox here. I know parents are worried about going back to school, but only 44% of the kids are vaccinated. So that's another way we need to. That's another tool that we have that I think is being underutilized. And finally, what I like to say is that Ontario has had 27 or 28 weeks with virtual learning, among the highest in the world. And we have seen Ontario studies that have shown a very, very worrisome trends of increasing mental health issues in children, including anxiety and depression, that is directly linked to the social isolation brought on by the school closures. My colleagues from Radio-Canada would also be interested in that answer. If you could, si ça va aider, je vais essayer de redemander la question en français, mais les changements en ce qui va arriver avec cette ouverture des écoles, ça semble que beaucoup des précautions qui étaient là, qui pourraient rassurer les parents dans les dernières ouvertures d'école ne sont plus là. C'est quoi votre message aux parents qui s'inquiètent que peut-être leur enfant n'est pas encore vacciné et ça, c'est la situation où il n'y a pas les mêmes... Okay.
OK. Premièrement, au niveau des parents, je comprends qu'ils sont inquiétés. Je peux vous dire que les protocoles qu'on a dans les écoles n'ont pas changé. On a tous les protocoles, on a des tranches, des couches de protocoles, dépistage, masque, distance, tout ça est en place, ventilation est en place, les professeurs sont vaccinés. Les enfants, malheureusement, sont à 44% vaccinés, donc on pourrait l'augmenter. Ça va augmenter à la protection. Mais je peux vous dire aussi qu'avant qu'on a fermé les écoles cette fois-ci, le taux de transmission dans les écoles était minimal si on fait la comparaison avec autrement dit, tous les cas dans les écoles, soit aux professeurs, soit aux employés, soit aux enfants, étaient contractés en dehors de l'école. Donc, à mon avis, les écoles sont parmi les places plus sécures actuellement au niveau de toutes les précautions que nous avons en place. Et comme j'ai dit tantôt, c'était très important pour augmenter ces protections. Une autre couche que je pense est sous-utilisée à ce moment-là, c'est parce que les parents, à notre région, à peine, on a 44% des enfants vaccinés 5 à 11 ans. Une autre chose qui est rassurant, c'est que le COVID est très, très légère. On a les données. Ils vont présenter cet après-midi, je pense, ou même ce matin, avec le table de séance du Ontario, qu'on a peu de conséquences importantes au niveau de COVID, c'est légère chez les enfants. Donc, avec tout ça, je pense que les risques sont vraiment minimales. Il y a un risque à tout le monde, mais ils sont à mon avis, sont minimales. Mais il faut aussi comparer les effets nocifs qu'on a chez les enfants. Les études des études ontariennes ont démontré que pendant les 27-28 semaines des écoles virtuelles en Ontario que mène le monde, je pense que surtout à travers du monde, les effets nocifs chez les enfants, de l'isolation sociale due à les fermetures des écoles est très importante, surtout l'angoisse et les dépressions. Donc, tous ces facteurs, à mon avis, sont pour ouvrir les écoles, soit qu'on a, ça pourrait être rassuré que on vaccine l'enfant, on a l'entourage vacciné, on a tous les autres couches de protection, et en plus, ça va être très bon pour les enfants au niveau de leur état de santé mentale. Voilà, next. Thank you, Dr. Paul. Merci. Bill Kingston, Cornwall News Group. Please go ahead. Yes, good morning, Dr. Paul. Happy New Year. Same to you, Bill. Yes, I wanted to ask you about the booster doses. I know you've said that you're exclusively giving or almost giving Moderna for people that are 30 plus. From the Hamilton Health Sciences FAQ on booster doses, they note that Pfizer is a full third dose. Moderna is a half dose for the third dose. And you're also having the highest marked cases that you said in the province right now. Is there any correlation that the booster doses that you're giving now are not giving enough of an immune response? No, first of all, it's too early to tell that we're just starting to increase the third dose rate, so I don't think we can have a cause effect. No, the reason that the second dose is lower is that studies have shown that at a lower dose, it's quite efficient. As a matter of fact, in the elderly, it's actually more efficient than Pfizer. And that's why we're actually giving Moderna selectively at a higher dose there. In the younger population, it's been shown that even the half dose, because it's a higher dose to begin with, is effective. The studies have shown that. So we're doing that based on the company's data and the recommendations that we've had from the ministry. Okay. But there's no correlation at this point. Okay, perfect. Thank you. That's my only question. Okay. Next question, Philip Blanchard, Morrisburg Leader. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Happy New Year. Hi, Philip. Same to you. So my first question, you were saying to the CDC about the importance of kids getting back to school because of how many weeks there have been of remote learning and so on. This current shutdown that's happened has closed off recreation programs
indoor hockey programs and that kind of stuff. Those are I would say nearly as important as the academic side for keeping kids active and healthy, and also for their mental health. January 26th is when this 3-week shutdown is supposed to end. Do you see that ending, and do you see a lot of people returning to the rinks and hockey programs and so on? Yeah, well, look, first of all, I agree that, you need school and you need the extracurricular activities. That's what they're called, extracurricular activities. You're outside of school, recreational. I think that right now they have nothing. And we can control, and we know that by documenting and looking at what's going on, we have control of what's going on in the schools in terms of the rate of transmissions, in terms of what's in place. It's less easy to monitor and to control in those other settings where we've had a lot of outbreaks and breakthroughs. So my choice would be everything in place, but at a risk-based level, yes, I would open the schools first. And then if we're able to, by January 26th, based on the indicators that I talked about, I do foresee recreational sports opening again, but I don't predict that it'll go like, okay, open up right away. It'll be progressive like we used to do in the past, no contact sports, 10 at a time and so on. So I'm hoping that'll happen as soon as possible. And as I said, Philip, I do believe that we're on our way to be able to open up, even more, but it'll be progressive. But I'm happy that the schools, because that's 5 days a week, Philip, and that's their socializing, that's their learning, and that's their mental health development, which is very important as well. So we prioritize that in a setting that we have more control over. And as we progress to opening up, when the wave sort of starts going down, of course I think that extracurricular activities are important. But given a choice and given the circumstance, I'm happy that we're starting school on Monday. Okay, sticking with the schools for a second, 45% approximately 5 to 11-year-olds have received a first dose, and they're just starting to get the second doses. And I know you've got the second dose stuff scheduled for the end of the month, but there is going to be no more reporting that there was before, where you have the outbreaks and that. So parents are coming in blind, and whether they're vaccinated or not vaccinated, you're still bringing your kids into that. So how can parents feel more comfortable with putting their kids back in, especially the younger ones, when there is less reporting overall? How do you feel like you feel? Well, first of all, the reporting or not doesn't prevent it. Omicron is there. So, it's, I think that what we'll be dealing with is looking at absenteeisms, looking at a low risk setting. I stress again that the classroom is a low risk setting, given all the precautions that are in place. Vaccinating kids will increase that as well. Obviously, vaccinating teachers, third dose will also increase that. But I think that what we've seen in the past, Philip, is that most of the cases were from outside. We rarely had outbreaks in schools. And if we did, it was 1 or 2, period. It wasn't big outbreaks. There were some exceptional things, but overall, we did not have any outbreaks. Most of the transmission that our data has shown occurred outside of the school, not inside the school. So if you combine that with the need to return to school for mental health improvement, I think that parents could be confident to send their kids back to school, because there are multiple layers of protection in place, and we're going to be addressing, by sending them back, addressing at least or removing some of those mental health effects, because I saw the studies, Philip. They're quite worrisome. And lastly, the location of the clinics have been largely at your EOHU offices, and that, which is not, geographically you have some issues there. Do you think that the location of the clinics right now has been hindering getting those third dose boosters? No, I just want to correct you. With the exception of our Castleman office, all of our other clinics are off-site. Okay, but they're still in generally the areas
where your EOHU offices operate. Like there's one in Winchester, there's one in, Alexandria, and you have offices in both. You have Cornwall, which has got the mall and so on. So they're still generally in those areas and not in other areas. Do you think the geography is playing a part with not getting third doses? No, I don't think so. I don't think so. And like I said, we try to find Morrisburg, as you know, but we needed the arena. The arena wasn't available. So we're doing as much as we can to get it into people. If we need to do a pop-up in a school, and we're also doing our schools for the kids, by the way, and their families in geographic areas as well. So outside of our region. So it's hard. It's 5,400 square kilometers that we have in our area. So we're trying to be as equitable as possible. And I realize it's not as easy as, if you live downtown in Ottawa, it's, you can just walk to it. I understand. Right. And actually, there was one reader question I had. Somebody from the Leader, if you don't mind, someone emailed the Leader about this, and I thought it was a good question to ask. This person had is in their 30s. They'd had 2 rapid antigen tests that showed that they were positive or showed a positive indication. So, and this is right around New Year's. So they did their isolation for so many days and so on. But they've only had 2 doses of vaccine. They want to get their booster, and they're not sure if they should get their booster because they've had a case, and if so, when should they get it to be effective? Very good question, Philip. It's the 5th time somebody's asked me that. Actually, it's good. I'm glad you asked me now, so we can share that. Yes, right now, coronaviruses, which is the COVID part of the COVID family, those viruses are notorious in when they infect you, they do not induce lifelong immunity. In other words, you forget the virus, your immune system forgets the virus. And so we need to, even if you've got the infection, the vaccine will give you longer lasting and higher protection than just the infection itself. The timing is right now has changed. It used to be 30 days after your symptoms, but now it's after your isolation and when you're symptom free. So if you isolated for 5 or 10 days, whatever it is, and you're fine, you can get your booster, and you would need it. I would recommend it because, as I said, particularly the Omicron doesn't induce long-term immunity. Thank you very much. Thank you. Next question, Louise Mignot, Cornwall Seeker. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Happy New Year. Thank you. Same to you. I'm concerned about the lack of available testing and data gathering from the PCR and rat tests. Okay. You mentioned medications that are, will be available, hopefully fairly soon. And you also mentioned that they needed to be taken at the beginning of infection. Mm-hmm. How can this work without testing to confirm that you have COVID? Well, that's a good question. Most of the testing is reserved to vulnerable situations, and most of the vulnerable situations are going to be tested. And if, let's say, a patient is admitted to hospital, goes to hospital, and is sick, they will be tested. So we will be testing individuals, and the medications will be reserved for mostly those high-risk contexts, which we're testing anyway. Okay. Okay. But that still doesn't answer. I mean, we still don't know if somebody is going to be vulnerable down the line. No, we know that an elderly individual, an individual with underlying medical conditions, an individual living in congregate settings like a long-term care, retirement home, group home is more vulnerable, is a higher risk setting. So we do know that. Yeah. But nothing rules out. Listen, nothing rules out in the future that if somebody is suspected of having it, a physician can prescribe it. But at this point, we're trying to minimize the infections and the severity of infections of people ending up in hospital. That's what we're trying to do. Okay. Okay. I have another question. You mentioned that you would be changing the EOHU website soon. Okay. Mm-hmm. So with your reporting, will you now include numbers of unvaccinated versus vaccinated in the hospital and in ICU? Yes. Yes. And what they represent in terms of percentages for the community? Yeah. Okay. And will you add in information about pre-existing illnesses and age to round out the context
of We are hospitality? trying to gather all that. Yes, as a matter of fact, I met my EPI team yesterday, so we can gather all that information. And we have a spreadsheet where we'll have vaccination status, second, third dose, underlying conditions, and so on. Yeah. Super. Thanks Okay. very much. You're welcome. Prochaine question, Frédéric Pépin, Radio-Canada. C'est à vous? Oui, Dr. Paul, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, Frédéric. OK, alors on vous a entendu parler des écoles, mais moi j'ai une petite précision, je vais vous entendre là-dessus. Oui, les parents sont inquiets pour les enfants, mais les enseignants, il y a des inquiétudes de ce côté-là pour ce qui est de la main-d'œuvre. Parce que si un enseignant attrape la COVID, il ne pourra pas rentrer travailler et ça peut avoir des impacts, là. Alors, il y a un risque de ce côté-là que les écoles ne puissent pas subvenir et continuer d'enseigner. Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, Frédéric, pendant mon discours tantôt, j'ai parlé que la crainte que j'avais avec le taux d'infection dans la communauté, c'est que non seulement les personnes dans les hôpitaux, mais dans les autres services essentiels, et ça inclut les éducateurs aussi, les éducatrices. Donc oui, on va travailler. En effet, j'ai rencontré les 4 directeurs des éducations hier, et on a parlé, on a dit, oui, on s'attend à ça et c'est ça qu'on va viser avec le taux d'absentéisme, comment vous allez faire l'opération de vos écoles. Et aussi, on va travailler avec les écoles pour voir comment on pourrait, disons que quelqu'un est isolé, comment est-ce que cette personne pourrait retourner à travailler en utilisant les tests rapides, etc. Donc, on a des protocoles qu'on a pour les hôpitaux, pour les services essentiels, et on peut les partager et les utiliser pour ce fin-là, pour prévenir la pénurie qui va forcer les fermetures d'écoles. Parce que là, ça va être rendu dans les décisions de fermer une école vont être plutôt opérationnelles et non à cause d'infection. Oui, exactement. C'est pour ça que je posais la question. Oui. Merci. Pour ce qui est de la 4e dose, vous en avez parlé très tôt, là, même en décembre, vous l'aviez annoncé que ça s'en venait pour les populations vulnérables. Est-ce que, selon vous, toute la population éventuellement aura besoin d'une 4e dose? Je pense que oui. Je pense que le 3e sûrement. Je pense que la 3e va être, le minime. Ça va être celle-là qui va être le passeport bientôt, mais pas. On n'est pas là encore, mais je pense qu'on aurait besoin d'une 4e dose. Je sais que Pfizer et Moderna ont déjà une 4e dose avec Omicron dedans. Donc, ça pourrait être un booster, si vous voulez. Et je n'exclus pas, Frédéric, qu'on aurait besoin d'avoir un vaccin à chaque année comme l'influenza. Donc, on n'est pas sûr encore, on est en train de voir comment ça va se déclarer, mais ça ne se prendra pas qu'on aurait besoin d'une 4e dose. Et la 4e dose pourrait avoir l'Omicron dedans aussi. Intéressant. Et une dernière question, si je peux me permettre, Dr. Paul. Oui. Au Québec, on l'a vu, vous l'avez sûrement entendu parler, une taxation, une taxe pour les non-vaccinés. Pas juste pour quand ils vont à l'hôpital. Là. Je comprends. Est-ce qu'on a besoin de ça en Ontario? Non, je ne suis pas d'accord avec cette approche. Je pense qu'on pourrait faire des autres choses, des autres mesures en place, comme par exemple de changer le passeport à 3 doses au lieu de 2 doses et d'augmenter les places qui ont besoin. À mon avis, tous les commerces devront avoir le passeport, sauf les services essentiels, les épiceries, hôpitaux, pharmacies. Donc, je pense que moi, j'aimerais faire ça au lieu de taxer le monde. Non. Merci, Dr. Paul. Merci beaucoup. Pas de problème. Those joining by phone have questions, press star 6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Bye-bye, everyone.